Au XIVe siècle, l'arc devient une arme décisive. Au siècle suivant, le canon est d'abord utilisé pour pulvériser les murailles, puis sur les champs de bataille. L'apparition du fusil et du pistolet révolutionne l'art de la guerre, mais l'épée reste le symbole de la tradition guerrière. Partout, les Européens triomphent grâce à leurs armes à feu. Le 26 août 1346. Après avoir combattu plusieurs mois pour s'emparer du trône de France, Édouard III, roi d'Angleterre, et son armée exténuée établissent leur campement près du village de Crécy dans le nord de la France et se préparent à affronter les troupes du roi de France. Depuis un millénaire, les cavaliers font la loi sur les champs de bataille. Les Anglais sont inférieurs en nombre, mais ils ont la foi. Ils croient en la puissance de leurs arcs. Après plusieurs années de guerre contre les Écossais et les Gallois, Édouard connaît le potentiel de l'arc et sait l'utiliser de façon optimale. Tandis que le jour se lève sur le village de Crécy, le roi d'Angleterre prépare sa défense. Il fait creuser des fossés pour piéger la cavalerie française et planter des pieux sur la ligne de front pour empaler les chevaux ennemis. Mais c'est l'arc qui est la clé de voûte de sa stratégie. De la taille d'un homme et fabriquée dans du bois d'if, cette arme redoutable peut tuer à 200 mètres de distance. Il faut une force de 50 kilos pour la tendre. Nécessitant plus de force que l'arbalète, l'arc permet de tirer plus vite et plus loin. Tandis que les archers britanniques se préparent pour la bataille, Édouard arrive, escorté de ses chevaliers. Mais aujourd'hui, à Crécy, la cavalerie anglaise ne va pas combattre à dos de cheval. Édouard fait démonter ses chevaliers et leur demande d'aller se mêler aux archers de façon à former un V ou une herse. Trois fois plus nombreux que les Anglais, les Français sont sûrs de leur victoire. Aux arcs britanniques, ils opposent leurs arbalètes. Philippe, roi de France, a recruté 6000 mercenaires génois. Les troupes françaises, à l'exception des arbalétriers, descendent la colline en direction des défenses anglaises. Un chroniqueur de l'époque, Geoffrey le Baker, décrit la scène. Au son des trompettes, des tambours, des timbales et des clairons, les Français donnèrent le premier assaut. Puis, dans un bruit tonitruant, les arbalétriers se mirent en branle.
atteignit l'ennemi. L'armée anglaise est hors de portée des arbalètes génoises. Mais les Génois sont tout à fait à portée des arcs anglais. Les archers britanniques avancent d'un pas et lancent leurs flèches avec une telle force et une telle vitesse qu'il semble pleuvoir sur l'armée adverse. Les Génois lâchent leurs armes et s'enfuient. Devant une telle couardise, le roi de France donne l'ordre à ses chevaliers d'attaquer. La cavalerie doit se frayer un passage à travers la masse des arbalétriers qui battent en retraite dans la confusion. La pluie a inondé le sol. En quelques secondes, l'armée française n'est plus qu'un enchevêtrement boueux de chevaux, de côtes de mailles et de soldats se tordant de douleur sous une grêle de flèches. C'est la débâcle. Une poignée de chevaliers atterrit dans les rangs ennemis, emportés par l'élan de leur charge impétueuse. Ils sont massacrés à coups de hache, de lance et d'épée. Un grand nombre de Français périssent écrasés dans la cohue, étouffés par le poids des chevaux, des hommes et des armures. Après 16 assauts infructueux, les Français se retirent, vaincus. Les troupes anglaises restent en formation de combat pendant toute la nuit. À l'aube, Édouard III fait les comptes. 1542 seigneurs et chevaliers français gisent sur le champ de bataille, ainsi que 20 000 soldats et chevaux. Les Anglais n'ont perdu que 2 chevaliers et 80 soldats. La victoire anglaise à Crécy stupéfia l'Europe. Personne n'avait prévu cette stratégie fondée sur la prédominance de l'arc. Le règne de l'infanterie allait commencer. La cavalerie ne va pas disparaître des champs de bataille, mais elle n'aura plus le rôle prédominant qu'elle avait joué au cours des siècles précédents. L'époque de la chevalerie montée était désormais révolue. À Crécy, une nouvelle arme a fait son apparition sur le champ de bataille. La bombarde. Le premier canon de l'histoire qui projetait des boulets de pierre. Bruyante et imprécise, elle ne faisait qu'effrayer les chevaux. Mais elle annonçait l'hégémonie d'une invention qui allait révolutionner l'art de la guerre, l'arme à feu. « 1453, au carrefour de l'Asie et de l'Europe. Constantinople. Depuis 1000 ans, cette grande ville protège tous les chrétiens d'Orient. Mais aujourd'hui, c'est le dernier refuge de Constantin XI, le 88e empereur byzantin. Son empire constitue un îlot chrétien en passe d'être submergé par le raz-de-marée musulman. Tandis que les armées musulmanes se rapprochent, fermiers et paysans cherchent refuge dans la ville.
De ce qui fut autrefois un grand empire, il ne reste que la ville de Constantinople et les terres avoisinantes. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, rien n'a résisté aux cavaliers de l'islam. Constantin doit rallier son peuple. Seuls quelques remparts séparent encore l'islam du dernier bastion de la chrétienté orientale. À Adrianople, 200 km au nord-ouest de la ville, le jeune Mehmet II vient d'être couronné sultan des Turcs ottomans. Ce jeune sultan très ambitieux rêve de faire ce que ses prédécesseurs n'ont jamais réussi à faire, conquérir Constantinople. Il s'intéresse également aux nouvelles technologies. Un ingénieur hongrois, Urban, vient lui soumettre les plans d'une nouvelle arme extrêmement puissante. Mehmet est aussitôt fasciné par l'invention qu'avant lui, Constantin a refusé d'acheter en raison de son coût trop élevé. Urban fabrique et expérimente sa nouvelle arme. Ces boulets en granit d'environ 45 cm de diamètre peuvent creuser des trous de 2 mètres de profondeur. Les troupes de Mehmet assiègent Constantinople. Il positionne le nouveau canon devant la porte principale de la ville et le 12 avril 1453, l'arme est utilisée pour la première fois. Les épaisses murailles qui depuis des siècles protégeaient la capitale du christianisme oriental s'effondrent en quelques semaines. Les troupes ottomanes fondent sur la ville. Pendant plusieurs jours, elles pillent et tuent sans relâche. On apporte à Mehmet une tête coupée, celle de Constantin. Plus tard, un corps décapité est retrouvé dans l'armure de l'empereur. C'est un canon qui a permis à l'islam de mettre le pied en Europe. La nouvelle arme utilisée par Mehmet a changé le cours de l'histoire. Mais elle est loin d'être fonctionnelle. Pour la déplacer de siège en siège, 60 bœufs et 200 hommes sont nécessaires. Une fois en place, il faut plus d'1 heure pour la charger. Sous l'impulsion du tir, elle recule tellement qu'il faut 3 heures pour la réaligner. Les campagnes de longue haleine nécessitent des armes plus légères et plus mobiles. 40 ans plus tard, Charles VIII, roi de France, perfectionne la nouvelle invention. Les nouveaux canons sont légers, fondus dans du bronze selon le procédé utilisé pour les cloches d'église. Charles baptise sa nouvelle arme canon, du latin cana, qui signifie tube. Fondus dans un matériau léger et projetant des boulets en acier, les canons sont faciles à déplacer et plus efficaces contre les murailles. C'est ainsi que naît l'artillerie mobile. En 1494, avec 40 de ces nouveaux canons, Charles VIII envahit l'Italie.
Francesco Guicciardini, diplomate et historien florentin, a assisté au combat. Pour déplacer leurs canons, ils n'utilisaient pas des bœufs comme c'est la coutume en Italie, mais des chevaux. Les hommes chargés de cette tâche étaient tellement bien entraînés et équipés qu'ils arrivaient presque toujours à suivre le reste de l'armée. En un instant, les canons étaient en place, prêts à faire feu contre les remparts. Les artilleurs tiraient et rechargeaient avec une extrême rapidité. La cadence et la puissance de feu étaient telles qu'il suffisait d'1 heure pour tuer autant d'Italiens qu'en un jour dans n'importe quelle autre bataille. En quelques semaines à peine, les canons de Charles ont fait voler en éclats des défenses qui existaient depuis des siècles. Les hommes ont toujours eu besoin de se nourrir et d'avoir un toit. Mais ils doivent aussi se protéger des pillards et des soldats. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours trouvé refuge dans la nature. Il y a toujours eu des montagnes où se retirer, des cavernes où se cacher. Non seulement l'homme a su exploiter les forteresses naturelles, mais en plus, il s'est enrichi grâce à elles. Haut dans la montagne, il n'est pas difficile de se creuser un abri sommaire dans la roche. Mais le sol stérile des pentes montagneuses ne fait pas une bonne terre arable. Mais dans les vallées et les plaines où se sont installés les cultivateurs, il est plus difficile de se protéger d'éventuels assaillants. Dans la plaine, les fermiers produisent un surplus de nourriture et de bétail. Ils sont ainsi exposés aux attaques des bandits, constamment à la recherche de provisions. Pour protéger leurs récoltes et leur bétail, les premiers fermiers eurent l'idée de fortifier leurs habitations. Et au fur et à mesure que la détermination ennemie s'affermissait, les paysans construisaient des murailles toujours plus hautes. Ces remparts, qui à l'origine servaient de refuge, se sont transformés au fil des siècles en véritables forteresses militaires. Ce modèle de château fort, composé de simples murailles et de tours édifiées sur un site naturellement stratégique, une colline, une île ou une péninsule, traversa les siècles. La forteresse idéale sert à l'attaque comme à la défense. On peut l'utiliser comme base arrière pour lancer une contre-offensive. Il est très dangereux d'approcher ces remparts inexpugnables. Juchés sur ces hautes murailles à l'abri des tirs ennemis, les soldats ont tout le loisir de voir arriver l'assaillant et de le tuer. Au pied de ces rideaux de pierre, les assaillants sont particulièrement vulnérables. Y accéder par une échelle ou par une tour de siège est un pari risqué. Bien plus que leur épaisseur, c'est la hauteur des murs qui prime. En effet, de hauts remparts permettent de repousser les attaques de front. Pendant des siècles, l'homme a usé de toute son ingéniosité pour venir à bout de ces murailles. Pour ce faire, il a conçu de singulières machines. Mais aussi inventifs que soit l'assaillant, les assiégés ont généralement l'avantage. Depuis la construction des murailles de Jéricho jusqu'à la fin du Moyen Âge,
Le schéma classique de la forteresse, avec ses murailles, ses douves et ses tours, a très peu changé. Mais avec l'arrivée du canon, il devient obsolète. Le canon était une arme révolutionnaire. Il a très vite bouleversé les techniques de défense. Il a fallu construire de nouvelles fortifications plus adaptées. Les remparts ne devaient plus être hauts, mais bas et épais, de façon à amortir l'impact des boulets. Très vite, on a également pensé à y intégrer des surfaces angulaires, de façon à dévier les balles. Ces forteresses avaient donc une forme très caractéristique. Ces forts d'artillerie étaient souvent surnommés « forts étoiles », parce qu'ils prenaient souvent la forme d'une étoile. Les boulets étaient censés rebondir sur les angles de ces remparts. Ainsi, au lieu de toucher la muraille de front et de l'endommager, ils seraient déviés, les épais contreforts de la façade, absorbant l'impact du tir. La ville a connu plusieurs sièges sanglants et changé plusieurs fois de maître pendant les siècles de guerre qui opposèrent Anglais et Écossais. À Berwick, les bouleversements architecturaux dus à l'apparition du canon sont particulièrement évidents. La menace des canons a contraint les architectes militaires à imaginer ce système de bastions angulaires qu'on peut voir ici dans sa version la plus achevée. Le bastion avait deux fonctions. D'abord, il offrait une protection contre les boulets. Ce poste avancé permettait aux artilleurs de l'armée assiégée de répondre aux tirs ennemis et à l'infanterie de faire feu sur les assaillants en bénéficiant de toutes sortes d'angles de tir, depuis les flancs, depuis l'arrière. Ces avancées constituaient des zones particulièrement meurtrières pour l'infanterie. Ce dédale d'impasses et d'allées borgnes, de surplombs, de précipices et de murs en briques était bien souvent fatal. Mais ce système de défense était extrêmement coûteux, et nombre de villes se ruinèrent dans cette course à l'armement consécutive à l'invention du canon. Au XVIe, au XVIIe et même au XVIIIe siècle, la construction de fortifications constitue de loin les plus grosses dépenses de l'État. En 1678, plus de 2 siècles après la chute de Constantinople, le maréchal Vauban est nommé commissaire général des fortifications en France. Il fait construire quelques 100 forteresses et mène près de 40 sièges, souvent contre des forts qu'il avait lui-même conçus. Vauban élabore des plans d'attaque et de défense d'une extrême précision. Il lui suffit de connaître le nombre et le type exact des canons ennemis, ainsi que les plans de la forteresse qu'il va attaquer, pour prédire de façon exacte la durée du siège. Le canon révolutionne les techniques de siège. L'apparition du fusil et du pistolet bouleverse l'art militaire. L'invention du canon influença considérablement l'architecture des fortifications. Mais sur les champs de bataille, il ne peut être utilisé que monté sur un affût à roues. Ces grosses pièces d'artillerie, difficiles à déplacer, ne peuvent pas suivre le rythme des mouvements de troupes.
Lorsque la cavalerie et l'infanterie avancent ou se retirent, les canons s'embourbent. Depuis l'Antiquité grecque jusqu'au XVIe et XVIIe siècle, les techniques de guerre n'ont guère changé. Après avoir pénétré à l'intérieur d'une phalange, la formation quadrangulaire grecque, les assaillants disposaient de nombreuses armes en acier pour massacrer l'adversaire. Mais avant cela, il leur fallait affronter les lances ennemies. Ils n'avaient encore aucun moyen d'attaquer à distance. L'invention de l'arquebuse, peu maniable, permet néanmoins de combler ce manque. Ce nouveau fusil devient l'arme privilégiée de l'infanterie. Peu à peu, l'arquebuse, à l'origine très sommaire, devient une arme finement décorée qui reflète la fierté avec laquelle l'infanterie et la cavalerie portent leurs nouveaux fusils. Il ne lui manque que la rapidité et la sécurité. Deux mécanismes apportent une solution au problème, la mèche et le rouet. Le système à mèche est constitué d'une amorce allumée au début de la bataille et d'un fourquin qui, enclenché, permet d'allumer la poudre située dans le bassinet. Plus simple d'utilisation, mais aussi plus coûteux, le nouveau système à rouet est constitué d'un frottoir en forme de roulette qui, en agissant sur un petit silex, provoque une gerbe d'étincelles. Plus fiable que le système à rouet, la première carabine est particulièrement adaptée à la cavalerie. Encore plus simplifié, le fusil à silex produit l'indispensable étincelle à l'aide d'une pierre et d'un chien en acier. Ainsi, la simplicité prend le dessus. Et au cours des 2 siècles suivants, ce mécanisme est utilisé pour les pistolets et les revolvers. L'ancien fusil est devenu obsolète. Tout comme l'arc, il pouvait percer les armures, mais il n'avait ni la précision, ni la cadence de tir, ni la portée des nouvelles armes à feu. Mais le fusil possède un grand avantage sur l'arc anglais. Le tir à l'arc nécessitait habileté et force. Il fallait plusieurs années d'entraînement quotidien pour apprendre à s'en servir. En revanche, il ne faut que quelques semaines pour former un fusilier. Au début du XVIIe siècle, un aristocrate hollandais, William de Nassau, entreprend d'étudier la tactique romaine. Les soldats romains faisaient tomber une pluie ininterrompue de javelots sur leur ennemi. Nassau comprend que les soldats modernes, armés de mousquets, peuvent utiliser la même stratégie en faisant tirer les rangs de fusiliers l'un après l'autre. Le principe est simple. Au lieu de viser, il faut tirer au hasard dans la cohue. L'air était chargé de poudre et de fumée, à tel point que pendant près d'un quart d'heure, on n'a vu pour toute lumière que les étincelles provoquées par les salves.
Au cours de la bataille, les soldats doivent prendre soin de coordonner leurs tirs pour que les salves soient simultanées. Les mousquetaires subissent un entraînement intensif. Plus ils tirent et rechargent vite, plus leurs tirs sont meurtriers. En 1631, au cours de la bataille de Breitenfeld, Gustave Adolphe, roi de Suède, démontre tout le potentiel de la salve. Grâce à un entraînement intensif, ces hommes sont capables de recharger leurs armes en un temps record. Au cours de cette campagne contre le Saint-Empire romain germanique, les salves suédoises coûtent la vie à 7000 hommes, la plupart tués pendant les 2 premières heures de combat. Vers la fin du XVIIIe siècle, les monarques européens commencent à s'intéresser à la médecine militaire. Pour faire face à l'émergence d'armes plus meurtrières, les hôpitaux militaires sont réorganisés. Joseph II d'Autriche fonde le Josephinum, un hôpital spécialisé dans la recherche chirurgicale. Le monarque est le premier à comprendre que soigner les blessés avant qu'ils ne retournent sur le front nécessite certaines qualifications. C'est dans cette académie, le Josephinum, qu'ont été formés les premiers chirurgiens militaires. Jusqu'à présent, c'étaient les bouchers et les barbiers qui soignaient les blessés de guerre. Le matériel standardisé et les manuels du Josephinum deviennent des références dans le monde entier. On effectue des études anatomiques sur des mannequins en cire particulièrement détaillés. Ils ont été fabriqués à Florence en prenant pour modèle des cadavres de criminels exécutés. Au premier coup d'œil, les chirurgiens peuvent identifier l'arme qui a causé la blessure, qu'il s'agisse d'une épée, d'une pique ou d'une lance. Pour soigner une blessure par balle, il faut repérer la trajectoire du projectile dans le corps avant de l'extraire. Ces recherches ont joué un rôle capital dans l'évolution de la médecine. Jusqu'à présent, les chirurgiens militaires ignoraient tout, ou presque, de l'anatomie humaine. L'arme à feu a stimulé le progrès médical, technologique et militaire. La capacité de l'être humain à donner la mort a augmenté au-delà de l'imaginable. « 1575. Le Japon est en pleine anarchie. Cette année-là, 2 chefs guerriers vont rentrer dans l'histoire. Takeda Katsuyori est à la tête de la plus grande armée japonaise, réputée pour la férocité de sa cavalerie et la discipline de son infanterie. En face de lui, Oda Nobunaga. Les hommes de Katsuyori ont des épées, ceux de Nobunaga des fusils.
les 3 rangs d'arquebusiers de Nobunaga suffisent à anéantir la cavalerie de son adversaire. Les Japonais comprennent alors le pouvoir des armes à feu. Des armes qui vont bientôt jouer un rôle décisif dans l'unification du pays. Pourtant, l'incroyable se produit. Un siècle plus tard, le fusil a disparu de l'archipel. C'est probablement dans la tradition guerrière du Japon qu'il faut rechercher l'origine de ce phénomène. L'arme blanche a toujours occupé une place importante en Occident. Au Japon, elle fait l'objet d'un véritable culte. Le sabre est sacré. Il va de pair avec la philosophie du zen et la poursuite des 2 idéaux guerriers, la loyauté et la résistance à la douleur physique. Les plus beaux sabres samouraïs sont composés d'une superposition de 4 millions de feuilles d'acier forgées. Aucune arme au monde n'est plus tranchante. Jamais personne n'a autant vénéré le sabre que les samouraïs japonais. Il a longtemps barré la route aux armes à feu. Sa confection exige bien plus que des talents artisanaux. Le forgeron sélectionne soigneusement les morceaux d'acier avec lesquels il fabriquera son sabre. Il les bat au marteau jusqu'à ce que le métal ainsi laminé puisse être plié autour d'une seconde couche. Pour forger un authentique sabre japonais, il faut travailler la matière première soi-même. Il faut la fabriquer. Voyez-vous, des ingrédients de qualité sont la base d'un bon sabre. Cette première étape, qui est fondamentale, exige énormément de temps et de concentration. Lorsqu'elle est bâclée, tout le reste du procédé est perdu. Jusqu'à aujourd'hui, les arts martiaux se sont transmis de génération en génération. Au XIXe siècle, le fusil réapparaît au Japon. Mais aujourd'hui encore, les armes à feu ne tiennent aucune place dans l'apprentissage traditionnel du Bushido, le code d'honneur des guerriers samouraïs. La fine pièce de métal qui constituera le cœur de l'arme contient peu de carbone. Elle est très malléable. La pièce incurvée appliquée sur la surface extérieure est plus rigide et contient davantage de carbone. Plus le métal est dur, mieux il coupera. Mais cela signifie également qu'il est plus fragile. C'est la raison pour laquelle les couches intérieures doivent être plus souples. C'est là le secret d'un sabre traditionnel, qui coupe mais ne se brise pas. Le pliage de l'acier est déterminant pour obtenir une souplesse et un tranchant parfait. Le forgeron qui fabrique ses sabres est bien plus qu'un artisan et bien plus qu'un artiste. Il joue un rôle spirituel et doit prier tout au long du processus de sorte que chacune de ses prières s'incorpore à l'acier du sabre. Pour produire une lame fiable et authentique, il doit être pur de corps et d'esprit. Cette condition qui demande beaucoup de préparation montre bien la signification spirituelle du sabre japonais.
La famille Iguchi tient l'école de Maniwa-nen-ryu depuis 21 générations. Ici, les arts martiaux sont enseignés comme une extension de la religion et de la vénération du passé. Près de l'école se trouvent l'hôtel, le cimetière et le musée de la famille. Au Japon, il n'existe pas d'autre voie pour devenir samouraï. Si le fusil a été interdit au Japon, c'est qu'il représentait une menace pour la tradition du samouraï. Mais le Japon était protégé des attaques du fait de son insularité. Le pays pouvait donc facilement se passer d'armes à feu. Protégé par certaines lois, le culte du sabre a survécu pendant 250 ans sans jamais être contesté. L'art de fabriquer les sabres est très révélateur des raisons qui ont poussé le Japon à abandonner l'arme à feu. Les matériaux entrant dans sa confection sont tous élémentaires. La paille pour éviter la surchauffe du métal, le carbone, le feu et l'eau. Tous ces éléments permettent aux samouraïs d'entrer en symbiose avec la nature et ses forces. Tout est naturel dans le processus de fabrication du sabre, même l'effort physique du forgeron. L'énergie chimique produite par la poudre à canon ne l'est pas. Lorsque l'arme à feu fut introduite sur l'île, tradition et religion tenaient une grande place dans la vie des Japonais. Les combats de sabre sont profondément ancrés dans la coutume. Les plus belles armes provenaient souvent d'héritages anciens. Elles portaient le sceau familial de leur propriétaire et se transmettaient de père en fils. On avait pour habitude d'essayer les nouvelles lames sur le corps de criminels exécutés. Cette pratique était appelée tamashigeri et le corps temeshimono, ce qui signifie billot. Les forgerons se rendaient sur les lieux des exécutions avec les lames qu'ils désiraient essayer. Les employés chargés des cadavres les empilaient les uns sur les autres. À en croire les archives, une lame de qualité exceptionnelle pouvait trancher 3 corps en un seul coup, et un bon sabre fendre le corps d'un homme. Lorsqu'elle ne pouvait pas trancher la tête d'une dépouille en un seul coup, l'arme était considérée comme inutilisable, et elle était jetée. En 1854, près de 3 siècles après la bataille de Nagashino, les navires américains du Commodore Perry débarquent dans la baie de Tokyo avec une cargaison de fusils. Sept ans plus tard, les États-Unis allaient s'engager dans une sanglante et dévastatrice guerre de sécession. Tandis que les nouvelles technologies occidentales s'apprêtaient à conquérir le monde, le Japon fêtait son premier quart de millénaire sans armes à feu. Il y a 5 siècles de cela, s'étendait ici l'empire le plus prospère des Amériques. Ce n'est pas à son territoire, à ses richesses ou à ses armées qu'il devait sa puissance, mais à la peur. Contrairement à certains empires qui se développent parce qu'ils inspirent la crainte à leurs ennemis,
Celui-ci connut la prospérité parce que ses dirigeants étaient eux-mêmes gouvernés par la peur. Ce peuple descend des Aztèques, qui dominèrent l'Amérique centrale aux alentours du XVe siècle. Les Aztèques vénéraient le soleil, et ils vivaient dans la crainte qu'un jour l'astre ne se lève plus, causant la perte des récoltes et plongeant la terre dans une obscurité fatale. Pour que leur source de vie puisse réapparaître chaque jour, ils s'adonnaient à des sacrifices humains massifs. Il fallait étancher l'éternelle soif du dieu soleil. Les Aztèques évitaient de tuer leurs ennemis. Ils essayaient de les prendre vivants. Le guerrier aztèque doit faire preuve d'un grand courage. Il est plus difficile et dangereux de capturer un ennemi que de le tuer. Leurs armes, des sabres et des massieux en bois, dotés d'une extrémité en pierre, sont donc faites pour blesser et non pour tuer. Les captifs connaissent tous le sort qui les attend. Les Aztèques choisissent leurs victimes sur le champ de bataille, généralement les hommes les plus robustes, puis ils se lancent à leur poursuite, les attrapent par les cheveux et les désarment. Pieds et poings liés, les prisonniers sont emmenés à Tenochtitlan, la capitale de l'Empire aztèque. Là, les captifs sont traités comme des rois. On leur sert les mets les plus fins, du vin, des femmes, et tout ce qui est nécessaire à leur confort. Mais à chaque instant, on leur rappelle le sort qui les attend. Le jour du sacrifice, on fait monter le prisonnier sur l'escalier pentu du temple aztèque. Il est conduit jusqu'à l'autel et allongé sur la pierre. Alors le prêtre lui ouvre le poitrail et lui arrache le cœur qui bat encore. Le cœur est jeté au feu dans un creuset. Voilà comment les Aztèques honorent le soleil. Les crânes des sacrifiés sont constamment exhibés près de l'école des guerriers. Au faîte de sa splendeur, l'Empire aztèque voit débarquer une espèce de combattant, nouvelle et inconnue, venu d'un autre monde, l'Europe. Leur chef, Hernando Cortés, est assoiffé d'or et de gloire. Armés de fusils, les Espagnols engagent alors une guerre sanglante et inéquitable contre des hommes qui ne disposent que d'armes primitives et n'ont jamais vu un cheval ou un fusil. L'empereur aztèque décrit sa rencontre avec l'armée de Cortés. Mon peuple commençait à prendre peur. Il s'effrayait des coups de tonnerre assourdissants provoqués par l'artillerie et de la puanteur de la poudre. De violents combats s'engagent au milieu des canaux qui entourent ce qui deviendra Mexico. Les Aztèques se déplacent rapidement sur leurs petits bateaux en bois sculptés, jetant de fausses passerelles sur la berge, puis les retirant lorsque l'ennemi tente de les aborder.
les Aztèques tuent et capturent un grand nombre de soldats espagnols, décapitant hommes et montures. Mais à l'issue du combat, le fusil, le cheval et l'armure l'emportent sur le couteau et la massue. En 1521, les fusils de Cortés ne laissent derrière eux que ruines et désolation dans la capitale aztèque. Les Espagnols n'ont pas seulement introduit l'arme à feu au Mexique. Ils apportent également de l'ancien monde un tribut impalpable et fatal, la maladie. Le sort des Aztèques préfigure celui des indigènes d'Amérique, d'Afrique et d'Asie. À coups de fusil, l'Europe allait bientôt devenir le maître du monde.